Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 décembre 2025 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Bienvenue à nouveau, John. Merci de m'avoir invité, Nima. Heureux d'être de retour. John, permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous n'avons pas eu beaucoup de couverture, vous savez, pas beaucoup de discussions sur ce qui s'est passé en Inde entre le président russe et Modi. Lorsque vous regardez la visite de Vladimir Poutine en Inde et sa rencontre avec Modi, quels étaient les objectifs les plus importants de cette visite? Et quelle en était l'importance? Bonne question, et elle est très importante. Ton premier point, Nima. Pourquoi la presse occidentale, en particulier les médias américains, et pourquoi les médias de podcast ont-ils échoué à couvrir quelque chose d'aussi significatif pour la Russie, ainsi que pour l'Inde et la Chine? Pourquoi l'ont-ils ignoré? Pourquoi notre couverture, notre traitement médiatique, l'attention que nous portons à notre public, sont-ils si centrés sur Washington et Trump? Dans ce cas précis, il est très important de comprendre à quel point nos médias sont désaxés et donc à quel point notre public doit être confus. Du point de vue russe, le président Poutine a démontré, physiquement et socialement, un certain niveau d'aisance, de détente, de sérénité mentale, disons, avec la partie indienne, non seulement avec le Premier ministre Narendra Modi, mais aussi avec les journalistes qu'il a rencontrés au Kremlin quelques jours avant son départ. On percevait une atmosphère de détente lorsqu'il évoquait le monde multipolaire dans lequel l'Inde, la Chine et la Russie sont les principales puissances nucléaires. Chacune d'elles rencontre d'importants problèmes de confrontation avec le président Trump. Le degré de détente, la clarté et la précision dont Poutine a fait preuve devant les Indiens sont assez inhabituels. Deuxièmement, du point de vue russe, l'objectif était de démontrer l'engagement envers le partenariat stratégique sur tous les fronts avec les Indiens. Et cela signifie des relations avec le complexe militaro-industriel. Il y a actuellement une négociation particulière pour la fourniture d'avions de chasse Sukhoi 57. Une offre a été faite par les Français et une autre par les Américains pour la concurrence. Les Français sont dans une meilleure position que les Américains dans cette compétition. Mais il est très important pour la partie russe de démontrer les capacités de l'avion et du système de défense aérienne S-500, qui fait également l'objet de négociations. Il existe aussi de nombreux autres domaines de la technologie militaire, le développement de missiles par exemple. Le BrahMos indien est une co-entreprise avec Mashinostroyenia, l'usine de missiles russe et anciennement soviétique. Et le développement se poursuit là-bas pour la défense de l'Inde, ainsi que pour tester les capacités russes à défendre ses alliés et elle-même. Il existe évidemment un partenariat nucléaire, à la fois dans le domaine de l'énergie nucléaire et dans le contrôle des armes nucléaires. Il y a un grand intérêt du côté russe à développer un éventail d'entreprises. Et nous pourrons revenir sur ce qui reste encore flou du côté russe concernant l'investissement en Inde, car les investissements russes y sont extrêmement faibles et doivent croître afin de poser les bases de ce partenariat stratégique. Du côté indien, il y a quelque chose de très important que les gens en dehors de l'Inde ne comprennent pas. L'Inde est en train de s'affirmer, non seulement comme une puissance régionale, mais aussi comme une puissance mondiale. Et l'Inde, comme le président Poutine l'a lui-même dit aux Indiens lors de l'interview accordée à India Today avant son départ, n'est plus une colonie d'aucun empire, plus jamais. Ce message est profondément populaire en Inde. Landvergressones diptatsadons et suarazekti. India wants respect for its independence, its sovereignty. At the same time, it needs to defend itself on several. En même temps, le pays doit se défendre sur plusieurs fronts de guerre. Il a récemment mené une guerre, comme nous l'avons évoqué,
contre le Pakistan. Le Pakistan s'est réorienté vers les États-Unis et nous en sommes revenus à la situation d'autrefois. Les États-Unis apportant leur aide à l'armée pakistanaise, ce qui représente des menaces importantes pour l'Inde, venant du Pakistan à l'est, de l'Iran à l'ouest du Pakistan, de l'Afghanistan, et ainsi de suite. Nous en avons parlé, et nous pourrons y revenir. Mais du point de vue indien, l'objectif est d'établir la position de l'Inde comme grande puissance mondiale, de sorte que la Troïka, ou comme on l'appelle en Inde, le hic, Russie, Inde et Chine, soit perçue comme un bloc dominant et en expansion. À présent, le Premier ministre Modi et le président Poutine ont tous deux répété « Nous ne sommes les alliés de personne contre qui que ce soit ». C'est une théorie, d'accord? En théorie et en principe, c'est vrai. Cependant, il ne fait aucun doute que du point de vue indien et russe, Trump représente toutes sortes de menaces militaires et de menaces de guerre économique. Ces menaces prennent la forme de sanctions. Elles ont eu un impact particulier sur le commerce du pétrole entre la Russie et l'Inde. Mais la conduite de la guerre économique entre les deux pays est une innovation de Trump. C'est une menace de Trump. Et puis, bien sûr, il y a la relation avec la Chine. La Chine a mis plusieurs jours, seulement hier, pour faire une déclaration sur son attitude et son appréciation du sommet. Et nous pouvons le lire ainsi parce que c'était rare. C'était aussi, disons-le, un euphémisme, car il existe une méfiance mutuelle du côté indien comme du côté chinois. De quel côté la Russie penchera-t-elle, militairement ou diplomatiquement, s'il y a un nouveau conflit frontalier dans l'Himalaya, comme cela s'est déjà produit par le passé, entre l'Inde et la Chine? À présent, l'Inde et la Chine ont toutes deux une nouvelle occasion d'aplanir leurs différends et d'établir de nouvelles formes de relations militaires, défensives et économiques directes. La Chine est un partenaire commercial majeur pour l'Inde, beaucoup plus important pour le commerce indien que ne l'est la Russie, et bien plus diversifié à long terme. Ainsi, ce que fait Trump dans la région revient en réalité à encourager la Chine et l'Inde à construire de nouveaux types de relations. Permettez-moi de vous lire une courte phrase du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun. Il a déclaré hier, en réponse à des journalistes indiens à Pékin, qui lui demandaient comment la Chine évaluait le sommet. La Chine est prête à travailler avec l'Inde pour envisager et gérer la relation bilatérale dans une perspective stratégique et à long terme. Je suis heureux qu'il ait parlé de perspective stratégique, car une définition satellitaire de la frontière contestée dans l'Himalaya, si les deux parties pouvaient s'entendre là-dessus, réduirait considérablement les frictions et le risque de conflit entre les forces alignées de part et d'autre. Des sources indiennes m'ont indiqué qu'il serait très avantageux pour faire progresser concrètement la relation que la Chine et l'Inde puissent s'accorder sur une frontière définie par satellite et par GPS afin de réduire les risques de friction et de conflit, comme cela avait été le cas en 2020. Et la nouvelle position adoptée par les Chinois, tout juste hier, plusieurs jours après le sommet, est qu'ils insistent sur la perspective à long terme. Cela nous ramène à la question que vous avez posée. Quelle est la vision à long terme après le départ du président Trump? N'y a-t-il pas une question fondamentale autour d'une combinaison multipolaire, Russie, Inde et Chine, qui viendrait remettre en cause la vision trumpienne telle qu'elle a été exprimée dans le document sur la sécurité nationale publié il y a quelques jours? John, penses-tu que la Russie essaie encore de jouer un rôle de médiateur entre l'Inde et la Chine, d'une manière ou d'une autre? Comment vois-tu l'évolution des choses dans cette direction et quelle en est l'importance? Parce qu'au fil du temps, tu as évoqué la relation entre ces trois pays. À mon avis,
L'Inde est en train de devenir une superpuissance. Mais comment cela est-il possible sans se rapprocher de la Russie et de la Chine? Est-ce que cela fait partie de l'agenda de l'Inde de se rapprocher de ces deux superpuissances? Ils sont déjà assez proches de la Russie, mais qu'en est-il de la Chine? Well, Indian opinion is very Eh bien, complicated. l'opinion indienne est très complexe. Elle est diverse, souvent exprimée, et la société y débat beaucoup plus ouvertement que ce que l'on trouve en Chine. Et il y a des raisons de méfiance que les Indiens ont exprimées avant la visite de Poutine. Dmitri Peskov, le porte-parole de Poutine, a tenu une séance d'information avec des journalistes indiens. Et l'un d'eux a posé explicitement la question: s'il y a un conflit entre l'Inde et la Chine dans l'Himalaya, de quel côté la Russie penchera-t-elle? Pour une raison étrange, Peskov n'était pas prêt à répondre à cette question. C'est pourtant une question évidente. L'expression indienne de cette inquiétude, et je pourrais dire l'expression chinoise de l'autre côté, sont toutes deux actuelles, et elles appellent une réponse russe. Peskov a donné une réponse évasive que je ne vais pas citer, car le président Poutine en a donné une bien meilleure lors de son entretien avec les journalistes indiens et dans ses déclarations ultérieures. Il a eu un dîner de 2h30 avec le Premier ministre Modi à sa résidence, suivi d'une journée de cérémonie, de discours et de signature d'accords vendredi dernier. La partie russe ne tire aucun avantage d'un affrontement ou d'un conflit, sous quelque forme que ce soit, entre la Chine et l'Inde. Lorsque le conflit himalayen a éclaté en 2020, l'affrontement de la vallée de Galwan en juin 2020, la partie russe l'a clairement fait savoir. On pourrait dire que c'est une fatuité diplomatique. Nous suivons avec une grande attention ce qui se passe à la frontière sino-indienne. Nous estimons que c'est très préoccupant. Nous pensons que les deux pays sont capables de prendre les mesures nécessaires pour éviter de telles situations à l'avenir. C'est ce qu'a déclaré Dmitri Peskov en 2020, lorsque les combats dans la vallée de Galwan ont eu lieu et que des personnes sont mortes. Des soldats sont morts. L'approche du ministère russe des Affaires étrangères consistait à dire en apparence que la Russie ne prenait pas parti. Nous regrettons leurs affrontements. Nous souhaiterions qu'ils cessent. Le côté russe peut-il jouer un rôle de médiateur et rapprocher effectivement le président Xi du Premier ministre Modi et Modi de Xi? Eh bien, Poutine l'a fait. Mais la capacité du côté russe à jouer un rôle de médiateur dépend dans une large mesure de ce que fait Trump et de ce que Trump fait en adoptant des positions hostiles envers l'Inde par le biais du Pakistan et à travers la guerre tarifaire contre l'Inde ainsi que contre la Chine, principalement par la guerre tarifaire contre la Chine. Ce que fait Trump, c'est rapprocher les trois pays. Ainsi, même si l'Inde n'a pas besoin de médiation, n'en a jamais eu besoin et n'en aura jamais besoin. Ce point a été clairement établi tout au long de la guerre du Pakistan d'avril et mai dernier. C'est ce qui irrite l'opinion publique indienne et les dirigeants indiens lorsque le président Trump s'attribue le mérite d'avoir obtenu une paix négociée entre le Pakistan et l'Inde. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous en avons déjà parlé. Je sais que les auditeurs ne sont pas d'accord, mais les faits sur le terrain sont différents. Restons-en là. Les pressions de la guerre sur l'Inde, les pressions du conflit sur l'Inde et la Chine qui proviennent des États-Unis, de la politique de Trump, ont un effet, disons, plus fort pour rapprocher les deux pays, l'Inde et la Chine, que toute médiation d'un tiers. D'un autre côté, il y a de la bonne volonté de la part de la Russie dans les deux sens. Et le principe simple et ancien sur lequel les trois s'accordent est le suivant. Soit nous restons unis, soit nous tombons séparément. Et Trump est le bourreau. John,
John, Donald Trump a publié sa NSS, la stratégie de sécurité nationale. En examinant le document, qu'est-ce qui diffère de ce que nous avions sous l'administration Biden? En ce qui concerne la situation en Ukraine, nous savons ce qui se passe au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, avec le Venezuela, avec la Chine, avec l'Inde. Donc la question globale, comment voyez-vous les changements dans le nouveau document? Y a-t-il un changement substantiel? Si oui, lequel? If so, what is that? Good question. Substantial changes. Bonne question. Des changements substantiels? Pas vraiment. Je le formulerai ainsi. Y a-t-il une réelle différence entre la manière dont ce document exprime la politique et la stratégie et ce que Trump a déjà montré qu'il faisait? Souvenez-vous, lorsque nous avons commencé à examiner l'administration Trump en janvier et février, nous avions mis l'accent sur le stratège Elbridge Colby au Pentagone et sur ses partenaires, qui ont eu l'idée que les États-Unis devraient réduire leurs capacités militaires là où elles sont les plus efficaces, se retirer de la guerre en Ukraine et laisser les Européens la mener si nécessaire, ou parvenir à une forme de paix qui préserve l'Ukraine, préserve les Européens et enrichisse les États-Unis. La stratégie de Colby, c'est cette stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Colby en est l'auteur. D'un autre côté, c'est un document politique, une publicité politique pour Trump. Et on y trouve toute cette hyperbole, l'hyperbole de l'hégémon qui veut être reconnu, et je cite, comme la nation la plus grande et la plus prospère de l'histoire. Voilà Trump tout craché. Ce que l'on voit dans le document, c'est une définition de la stratégie telle que Colby la concevait au Pentagone. Ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle le tri et la hiérarchisation des conflits, ainsi que l'engagement des ressources pour répondre aux besoins des États-Unis. Cela inclut le dôme d'or, un facteur sérieusement déstabilisant dans la stratégie nucléaire, dans la dissuasion mutuelle assurée, la stratégie MAD. On ne développe pas et on ne peut pas développer un moyen d'attaquer une puissance nucléaire et de s'en tirer sans subir de représailles. Le dôme d'or est là, rapprochant l'aiguille de l'horloge nucléaire, l'horloge de l'apocalypse, de minuit. Comme l'a dit Paul Craig Roberts dans votre émission il y a quelques heures, cette aiguille reste là tant que le dôme d'or existe. Il n'y a pas grand-chose sur la stratégie nucléaire, mais le dôme d'or est approuvé, et c'est une tentative insensée d'établir une domination nucléaire par Trump. Comparé à la période Biden, oui, l'administration Trump a supprimé le financement de l'USAID pour toutes sortes de formes de puissance douce. Mais dans ce domaine, il y a de l'influence, de la subversion et de la propagande partout. Ce document soutient la même chose, simplement en utilisant d'autres méthodes. Le même engagement envers ce qu'on appelle, je cite, une puissance douce sans égale. Il veut une puissance douce sans égale. Biden aussi. Il n'y a jamais eu d'administration présidentielle aux États-Unis qui ne souhaitait pas une puissance douce sans égale, car elles ont toutes voulu une puissance dure sans égale. Et le document ne manque pas d'engagement en ce sens. Il met en évidence un problème particulier. Les États-Unis ne permettront pas qu'un acteur régional devienne dominant dans cette région face aux États-Unis. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie le soutien à Israël pour continuer à détruire et à menacer l'Iran et à chercher un changement de régime en Iran. Cela signifie la destruction des Arabes en tant que groupe unifié, la destruction de la Syrie que nous venons de voir. Cela signifie, dans l'hémisphère occidental, la destruction ou l'affaiblissement des pays qui s'opposent aux États-Unis. Évidemment, pour le moment, le Venezuela, mais potentiellement aussi le Brésil et d'autres pays. Et je trouve dans ce document un engagement à empêcher, au Venezuela et ailleurs, la soi-disant propriété étrangère hostile d'actifs. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que les États-Unis veulent remplacer, au Venezuela par exemple, la propriété russe et chinoise des gisements miniers et pétroliers. Si ce n'est pas une tentative de prendre le contrôle du Venezuela, je ne sais pas ce que c'est. La stratégie pour l'hémisphère occidental, présentée dans ce document, vise encore davantage à créer une république bananière soumise aux États-Unis que celle de l'administration Biden. Concernant la Russie, il y a quelques points ambigus. De nombreux commentateurs, appelons-les les réalistes de la guerre en Ukraine, voient certaines raisons d'être optimistes. Je feuillette mes pages pour retrouver les mots exacts. Ce que nous avons dans ce document, c'est une préoccupation pour l'Europe. Elle est mentionnée 49 fois. Puis vient la Chine, mentionnée 21 fois. La Russie n'est citée que 10 fois, suivie d'Israël avec 6 mentions, du Japon 5, de l'Inde 4, de l'Australie 3 et du Canada 2. Maintenant, pardonnez-moi, à propos de la Russie. La seule raison d'être optimiste, ou même de considérer cela comme différent de ce qui s'est passé par le passé, et je baisse les yeux pour le lire correctement, c'est qu'il existe un engagement en faveur de la stabilité stratégique entre l'Europe et la Russie, ainsi que de la préservation de l'Ukraine en tant qu'État viable. J'utilise le langage du document. Et ensuite, on trouve ce langage pervers, totalement pervers. Je vais vous lire. La guerre en Ukraine a eu l'effet pervers d'accroître les dépendances extérieures de l'Europe, en particulier de l'Allemagne. Aujourd'hui, les entreprises chimiques allemandes construisent certaines des plus grandes usines de transformation au monde en Chine en utilisant du gaz russe qu'elles ne peuvent pas obtenir chez elles. Pardon? Qu'est-ce que cela veut dire? Excuse me, what does that mean? L'administration Biden a participé à la destruction de Nord Stream et l'administration Trump, ou Trump de sa propre initiative ici, ainsi que Colby au Pentagone, pense que c'était une bonne idée. Mais maintenant, ils n'aiment pas l'idée que les Allemands se soient tournés vers la Chine pour y obtenir le gaz russe. Franchement, quelle bande de fous incapables d'apprendre de leurs erreurs stratégiques. En résumé, je ne vois guère de raison de croire que ce document sur la sécurité nationale soit autre chose qu'une publicité pour toutes les folies auxquelles Trump et ses hommes, y compris Colby et Rubio au Conseil de sécurité nationale, sont totalement dévoués, sans le moindre respect ni la moindre évolution de sentiment envers leurs adversaires, la Russie, l'Inde et la Chine. John, when it comes to Ukraine, John, en ce qui concerne l'Ukraine, je pense que l'un des principaux changements est que l'administration Trump ne voit aucune obligation pour les États-Unis d'y rester. Ils veulent faire porter tout le fardeau aux Européens. Comment vois-tu le concept même de plutôt que d'avoir une sorte de discussion avec les Européens, parce que je ne sais pas à quel point cette administration est douée pour communiquer avec eux. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu beaucoup de communication. Nous avons vu des Européens se rendre à Washington, s'asseoir devant Donald Trump dans son bureau, et ce n'était pas vraiment une image prometteuse en provenance de Washington. En ce moment, il y a une sorte de division entre les États-Unis et les Européens à propos de l'Ukraine. À qui la faute? Dans quelle mesure ce qui se passe dépend-il de ce que fait l'Europe, et dans quelle mesure cela est-il lié aux politiques de l'administration Trump et à leur attitude? Peut-être ne devrions-nous pas. Maybe we shouldn't try to say whose fault it is. Essayez de dire à qui revient la faute, car la combinaison des objectifs américains et européens dans la lutte contre la Russie sur le champ de bataille ukrainien comporte des contradictions, même s'ils partagent aussi certains objectifs communs. En gros, et nous l'avons déjà dit à maintes reprises, Trump ne peut jamais se permettre de perdre une guerre. Pas comme la guerre a été perdue au Vietnam, ni comme elle l'a été à Kaboul par l'administration Biden. Gagner, gagner, gagner est la doctrine de cet homme, et il croit,
tant sur le plan personnel que politique, qu'il subirait de graves conséquences s'il était perçu comme perdant la guerre en Ukraine. Il veut donc couvrir sa retraite. Dans une situation sans issue, il s'en va. No-win situation, he walks away. If the Europeans are prepared to buy from the US, Si les Européens sont prêts à acheter aux États-Unis et à payer les États-Unis pour les armements qu'ils fournissent à l'Ukraine, et à continuer le combat, et si ce combat ne se solde pas par une déroute, une défaite imposée par la Russie, un armistice ou une capitulation, Trump est satisfait. Trump est tout à fait satisfait. C'est une issue stable. Le problème, c'est que Trump a une capacité d'attention très limitée. Il se détournera de toute situation qui n'est pas une victoire. Les Européens, comme il le dit à juste titre dans le document sur la sécurité nationale, sont des combinaisons politiques minoritaires et fragiles. Merz dispose d'un mandat politique issu de la dernière élection de moins de 28% des électeurs allemands. Il peut continuer à mener une guerre contre la Russie en réprimant l'opposition allemande à cette position. by repressing German opposition to that view. But he's a weak politician, desperate. Mais c'est un politicien faible qui tente désespérément de continuer à mener une guerre, car la perspective de la perdre signifierait la destruction imminente du gouvernement et de la coalition de Merz. On peut en dire autant de Macron, qui essaie de diriger la France avec un taux de popularité situé entre 10 et 15%. Aucun soutien, ou très peu, un appui minoritaire et instable à l'Assemblée nationale, le Parlement. Macron gouverne en menant la guerre par décret exécutif, et c'est une position très faible, tant sur le plan politique que domestique. Lui non plus ne peut pas se permettre de perdre cette guerre. Trump le comprend. Les Américains le comprennent aussi. Il en va de même pour Starmer, qui a remporté une victoire écrasante aux élections, mais se retrouve désormais derrière le Reform Party de Nigel Farage. S'il devait y avoir une autre élection, et il n'y en aura pas avant un moment, Starmer serait anéanti. Chacun de ces dirigeants est faible sur le plan politique minoritaire et ne peut supporter la perspective d'un changement majeur sur le champ de bataille qui équivaudrait à une défaite et à une capitulation. Ce serait la fin de tous pourquoi ils se sont battus. Cela détruirait également leur engagement politique en faveur de la remilitarisation, des armements et des circonscriptions qui les soutiennent pour cela. Je pense donc que les Américains comprennent qu'il s'agit d'une coalition instable de faibles et que s'ils peuvent continuer à se battre, Trump les soutiendra. Mais s'ils continuent à perdre sous la pression russe, Trump les abandonnera. Voyez-vous, Trump raisonne toujours en termes de calcul à court terme, de victoire ou de défaite. Il a essentiellement perdu tout intérêt pour les négociations de paix depuis qu'il a envoyé Witkoff et Kushner à Moscou mardi, il y a une semaine, le 2 décembre. C'est évident. Lorsque Trump a été interrogé dans les 24 heures suivantes sur ce qui s'était passé lors de cette prétendue négociation clé de 5 heures avec le président Poutine, il a répondu qu'il ne savait pas. Je peux vous lire ce qu'il a dit. « Je ne sais pas ce que fait le Kremlin », a déclaré Trump le 3 décembre. Je peux vous dire qu'ils ont eu une réunion plutôt bonne avec le président Poutine. Nous allons le découvrir. Voilà ce qu'il a dit immédiatement. Mais il a poursuivi. Cette semaine lundi, on lui a posé la même question. Que se passe-t-il avec les négociations? Trump a déclaré « C'est Vladimir Zelensky qui ne sait pas ce qui se passe. » Nous avons parlé au président Poutine, a dit Trump. Il n'a pas parlé directement. Il a parlé par l'intermédiaire de Witkoff. Et nous avons parlé à des dirigeants ukrainiens, y compris Zelensky. Je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition. C'était il y a quelques heures. Son entourage l'adore, mais lui non. La Russie est d'accord avec cela. La Russie, vous savez, la Russie, je suppose, préférerait avoir tout le pays,
Vous ne pensez pas? Mais la Russie, je crois, est d'accord avec cela. Je ne suis pas sûr que Zelensky soit d'accord. Voilà ce que Trump a dit lundi. Cet homme ne sait tout simplement pas ce qu'était la feuille de conditions. Il ne sait pas ce que Zelensky en dit. Il ne suit pas les négociations. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il surveille de près avec Kushner une tentative de rachat de 100 milliards de dollars visant Warner Brothers Discovery, une grande société de production hollywoodienne, par un groupe d'alliés de Kushner. Paramount, une entreprise de Larry Ellison. Kushner lui-même via Affinity Partners et les amis moyen-orientaux de Kushner, le Fonds souverain saoudien, le Fonds souverain d'Abu Dhabi et le Fonds souverain du Qatar. Ce que fait Trump ici, c'est se concentrer très clairement sur une prise de contrôle hostile de Warner Brothers par son gendre. Et simplement parce que Warner Brothers a rejeté la bande de Kushner. Je ferais mieux de préciser, c'est une bande. Trump a déclaré hier qu'il pourrait opposer son veto à l'accord, car il pourrait menacer un monopole dans certains médias. Le niveau d'attention que Trump et Kushner accordent à une entreprise médiatique valant plusieurs milliards de dollars dépasse de loin tout ce que l'un ou l'autre consacre à la fin de la guerre en Ukraine. Vous pouvez lire dans la presse financière tous les détails sur les feuilles de conditions concernant l'accord entre Warner Brothers, Netflix, Paramount et Kushner. Mais on ne trouve rien d'aussi clair dans les récits de Trump, des Ukrainiens ou des Européens sur la manière d'atteindre la paix dans une guerre en Europe. En résumé, que suis-je en train de dire? Trump se retire de tout ce dont il ne peut pas prouver qu'il sort vainqueur. Comme il pense qu'il pourrait être en train de perdre en Ukraine, il refilera cette défaite aux Européens, tant qu'ils lui paieront le double pour continuer, si c'est ce qu'ils veulent faire, pour éviter leur propre perte politique. En attendant, son esprit se tourne vers ce qu'il fait toujours, rester coincé dans sa poche, à gagner de l'argent pour lui-même, pour Kushner et pour la famille. Et cela n'a rien à voir avec la guerre. Il se concentre donc sur un accord dans lequel il propose d'intervenir politiquement pour favoriser son gendre. C'était un geste incroyable hier, mais cela montre ce que les alliés, les Européens, et aussi les adversaires, le président Poutine, les Russes, les Chinois et les Indiens, comprennent de Trump. Il est instable, imprévisiblement imprévisible, et a une capacité d'attention très limitée. Mettez en place une bonne défense, une bonne alliance défensive, et vous le ferez reculer. C'est ce qu'il fait. FIFA. Did you watch FIFA? La FIFA, tu as vu ça? Ils ont créé un nouveau prix de la paix, une première dans l'histoire de la FIFA, et ils l'ont décerné à Donald Trump. C'était incroyable à voir. John, en regardant les Européens aujourd'hui, penses-tu qu'après le sommet de Londres, où ils se sont tous réunis, l'Europe peut continuer la guerre en Ukraine, ou d'une manière ou d'une autre, réussir à prolonger le conflit sans les États-Unis? Est-ce cela qui se passe dans l'esprit des Européens? Non. Deux choses. Nous savons que les Européens manquent d'argent, parce que des gens comme Merz sont désespérés. Des gens comme Merz et Starmer en particulier sont désespérés de financer la poursuite de la guerre en convertissant les fonds souverains russes volés, les quelques 300 milliards d'euros et de dollars qui ont été gelés au début de l'opération militaire spéciale en mars 2022. À présent, ils rencontrent de l'opposition, et pas seulement de la part de la Belgique. Macron s'y oppose aussi, car les conséquences du vol d'argent pour financer une guerre relèvent d'une piraterie internationale grotesque. Et une fois qu'on en arrive là, un Allemand qui veut jouer les pirates sur le champ de bataille européen est condamné, comme tous les Allemands qui ont déjà joué les pirates sur les champs de bataille européens.
they run into defeat. Ils courent à la défaite, surtout puisque la Russie est déjà en train d'avancer. Donc, la réponse simple à votre question, c'est que tout le débat sur l'utilisation des réserves bancaires russes revient en fait à admettre, pour les Européens, qu'ils ne peuvent pas se permettre la facture. Bien sûr, ils pourraient taxer leurs propres citoyens. Ils pourraient continuer à réduire la sécurité sociale, les hôpitaux, l'éducation, mais ils finiraient par manquer de voix. Ils seraient rapidement contraints d'organiser des élections s'ils faisaient cela. Ainsi, la seule alternative politique bon marché pour ces régimes faibles, confrontés à un manque d'argent pour poursuivre la guerre, c'est de voler et de jouer les pirates. Donc, pour résumer votre question, ils n'en ont pas les moyens. That short answer to your question, they can't afford it. The US, in turn, appears to... Les États-Unis, pour leur part, semblent considérer qu'il est extrêmement dangereux pour les réserves de change de tous les États, en particulier pour les États-Unis, en tant que gardiens de la domination du dollar et détenteurs des réserves internationales d'or, entre autres. C'est une menace pour le Trésor américain si un danger fondamental pour l'ensemble des réserves apparaît, car cela rend les États-Unis, les Allemands et les Britanniques, ainsi que leurs centres financiers, totalement peu fiables. Le reste du monde devra donc trouver d'autres alternatives, non seulement de nouveaux systèmes de paiement pour éviter les sanctions américaines, comme y travaillent l'Inde, la Chine et la Russie, mais aussi de nouvelles manières de préserver les réserves et d'interagir les uns avec les autres. Ainsi, même les États-Unis comprennent que si les Européens, MERS en particulier, tentent cela, cela menace tout le monde, et MERS devra finalement reculer. Le problème européen est de savoir comment continuer à se battre alors que sur le champ de bataille, la Russie continue d'avancer vers l'Ouest, et comment le faire sans l'aide des États-Unis, à moins que celle-ci ne soit payée, et où trouver l'argent pour le faire. C'est de cela qu'il s'agit réellement. Toutes ces négociations, ces prétendus sommets, et tous ces déplacements à travers le monde que fait Volodymyr Zelensky. En résumé, ce que ces Européens et ces Américains essaient de faire, c'est de stabiliser l'Ukraine avant qu'elle ne capitule complètement. Tous les mouvements que vous voyez, les soi-disant efforts de lutte contre la corruption, les audits, les discussions sur le financement de l'aide militaire à l'Ukraine, tout cela est conçu pour gagner du temps face à une capitulation, pour modifier l'apparence de la défaite totale de l'entreprise américano-otanienne visant à détruire la Russie en Ukraine. Cette défaite totale approche. Comprenez bien que d'un point de vue médiatique ou de podcast, il faut un titre accrocheur. La défaite totale va se produire d'un instant à l'autre. Eh bien, elle ne se produira pas d'un instant à l'autre. Ce sont des tactiques de retardement, mais cela se produit lentement, sûrement. Et les Européens et les Américains sont maintenant prisonniers des contradictions de leurs propres lances. Et ces lances les blessent. Ces contradictions sont douloureuses, et il n'existe pas de solution rationnelle. Il n'y a aucun moyen d'y échapper, à la défaite, je veux dire. John, John, que penses-tu de la politique de la Russie à l'égard d'Odessa? Je ne sais pas combien de temps il faudra aux Européens pour venir à la table des négociations, ni aux Ukrainiens pour décider de mettre fin au conflit en Ukraine. Mais comme tu l'as mentionné, les États-Unis se retirent de la scène, et cela exercera une forte pression sur les Européens ainsi que sur les Ukrainiens. Comment vois-tu l'avenir d'Odessa? Je pense qu'un des points clés en Ukraine est Odessa, et ce qu'il adviendra de la ville après tout règlement ukrainien. Quel est le ton des médias russes, du peuple russe, du gouvernement russe? Comment perçoivent-ils Odessa? Eh bien, c'est une histoire longue et compliquée. D'un côté, je peux vous dire, d'après la famille de ma femme russe,
Et d'après l'expérience de la plupart des Russes, qu'Odessa est une ville pleine d'escrocs. Pleine d'escrocs. Et il y a eu quelques romans russes célèbres et des comédies cinématographiques sur la malhonnêteté des habitants d'Odessa à une certaine époque. Donc je ne vais pas la romantiser. D'un autre côté, si vous voulez idéaliser la culture russe d'Odessa, oui, on peut en parler aussi. J'en ai écrit, si quelqu'un veut chercher Odessa dans Dances with Bears, l'histoire culturelle russe d'Odessa. Politiquement, aujourd'hui, il faut dire qu'Odessa a servi de base principalement aux attaques britanniques contre la navigation russe en mer Noire. Et l'on peut voir, à la manière dont l'état-major a ciblé Odessa, le port, les sites de missiles à proximité et les positions des unités étrangères, qu'il faut en finir avec l'utilisation d'Odessa et de la région pour mener des attaques contre la navigation russe en mer Noire. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucune intention, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais, de la part des forces russes, de l'armée russe, de se battre pour la ville. Une ville d'escrocs comme Odessa capitulera toujours et ira dans le sens de l'argent. Ainsi, une fois que l'armée russe pourra neutraliser Odessa en tant que menace militaire, elle pourra attendre la capitulation d'Odessa dans la seule direction que les habitants d'Odessa suivront toujours, celle de l'argent. Et ce sera de l'argent russe à l'avenir. Donc, d'après ce que je comprends, et selon la manière dont mes sources parlent d'Odessa, il n'y a aucune raison pour la Russie de dépenser beaucoup de force, de sang ou de ressources dans un siège d'Odessa. Aucune raison. Le mouvement vers l'ouest, s'il parvient à détruire l'armée ukrainienne, comme nous le voyons, à détruire la capacité du régime de Kiev ou du régime de Lviv à faire avancer des troupes, du matériel, des ravitaillements, et ainsi de suite. Plus cela se produit, plus ils s'affaiblissent. Et plus le régime de Kiev, l'état-major, se rapproche de la capitulation, plus la destruction de la résistance restante le long de la ligne devient complète. Odessa au sud et Kharkov au nord peuvent être laissés aller dans la direction de l'argent, et cela mènera finalement à un avenir dicté et contrôlé par la Russie, car la prospérité de l'après-guerre viendra des investissements russes. Ce ne seront pas les points 13 et 14 du plan de Miami que Vitkov a proposé et apporté de nouveau au Kremlin la semaine dernière. Ce sont ces points qui volent les réserves russes. Souvenez-vous, c'est ce que Vitkov, Kushner et Kirill Dmitriev, du côté russe, ont imaginé à Miami. La privatisation, je ris parce que c'est un acte tellement absurde, criminel et pirate, et le président Poutine l'a qualifié de piraterie. Privatiser les 300 milliards de dollars de réserves, dont une partie, 100 milliards, irait à la reconstruction de l'Ukraine et 200 milliards à un fonds d'investissement dirigé par les États-Unis. C'est une privatisation, une véritable privatisation, quelque chose qui n'a jamais été tenté auparavant. Cela ne va pas fonctionner. Ça ne marchera pas en général, et cela ne marchera pas à Odessa. Le temps jouera en faveur d'Odessa pour qu'elle passe du côté russe, et plus le régime de Kiev s'affaiblira, plus la zone démilitarisée entre la ligne de contact actuelle et le retrait de l'Ukraine s'étendra. Plus cette zone sera profonde, plus Odessa sera isolée, et plus le contrôle du commerce de la mer Noire tombera du côté russe. Alors qu'est-ce qu'Odessa va faire? Je me répète, suivre l'argent. Mais l'autre préoccupation pour les Russes, ce sont ces attaques terroristes contre les pétroliers russes. Oui, nous avons appris du gouvernement russe que si l'Ukraine continue ce type d'action, attaquer des pétroliers, ils vont, vous savez, déconnecter l'Ukraine de la mer Noire. Et ils parlent de capturer Odessa. Il n'y a pas d'autre moyen. Odessa, Nikolaev. Eh bien, ce ne sont pas la ville, mais ces bases britanniques,
principalement britanniques, qui ont utilisé des missiles Neptune par le passé, si je ne me trompe pas, et qui continuent de construire et de déployer des drones, les tirant sur des pétroliers en mer Noire. Ce sont ces sites que les Russes ont pris pour cible, et ils ont également frappé les installations portuaires où des armements sont arrivés, et ainsi de suite. Et oui, certaines des attaques terroristes, y compris l'attentat contre le pont de Crimée, ont commencé à Odessa, dans la région d'Odessa. Cela a été souligné par le président Poutine et le premier ministre Modi. Les deux parties, indiennes et russes, sont d'accord pour lutter contre le terrorisme. Par terrorisme, ils font également référence au terrorisme soutenu par le Pakistan, qui a déclenché la guerre entre le Pakistan et l'Inde en avril et mai de cette année, ainsi qu'au type de terrorisme qui fait partie de la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Donc, je ne crois pas, vous pouvez me critiquer ou me corriger si je me trompe, je ne crois pas que vous trouverez une force russe importante qui assiégera Odessa, la ville. Les menaces militaires se trouvent autour d'Odessa et elles sont attaquées presque en permanence, en même temps qu'une campagne de guerre électronique visant à couper l'électricité. Est-ce que cela répond à votre question? Does that I answer your think, question? yeah, John, you mentioned the presence of. Oui, John, tu as mentionné que nous savons que le Royaume-Uni et ses services de renseignement sont actifs à Odessa et qu'ils gèrent la situation là-bas. Comment vois-tu la politique de la Russie à Odessa? Veulent-ils vraiment qu'Odessa soit totalement contrôlée par les Ukrainiens? Ou envisagent-ils une forme de coopération avec les Ukrainiens afin d'y instaurer une certaine forme d'équilibre? Je ne connais pas la réponse à cette question. D'un côté, pardonnez-moi, Mais savons-nous si la Russie accepterait que le gouvernement ukrainien fasse venir des agents étrangers ou des mercenaires à Odessa? Cela serait-il acceptable pour la Russie? Ou bien la Russie les expulserait-elle tous? It's absolutely- No, thank you for making that point. The removal non, merci d'avoir soulevé ce point. Le retrait de toutes les unités étrangères, des conseillers étrangers et du partage de renseignements étrangers du territoire ukrainien est un point explicite du document de travail russe présenté à Istanbul en juin dernier. Cela continue de faire partie du raisonnement russe. Et Poutine l'a expliqué aux Indiens. Il est allé dîner avec le Premier ministre Modi, le lui a expliqué, et Modi est désormais d'accord et comprend. Il ne peut y avoir d'occupation d'aucune partie du territoire ukrainien par des forces étrangères, de partage de renseignements étrangers ou de soutien étranger au terrorisme, équivalent à des attaques poursuivant la guerre contre le territoire russe. Ainsi, le nettoyage des banlieues d'Odessa est une tâche militaire. Elles seront nettoyées. Ce qui restera, c'est la disposition de la population d'Odessa à voter. the readiness of the Odessan population to vote. Now, when the Kiev mayor of Lorsque le maire d'Odessa, nommé par Kiev, a proposé un vote pour décider du retrait de la statue de l'impératrice Catherine la Grande d'une place de la ville, le résultat a été, en gros, une majorité en faveur de son retrait. Mais c'était à l'époque où Kiev contrôlait encore le maire et où le régime de Kiev, soutenu et financé par les États-Unis, l'OTAN et les Britanniques, exerçait encore une autorité ferme sur Odessa. Ce contrôle est désormais en train de disparaître. Je ne peux rien dire du maire, qui fait l'objet d'une enquête pour ses liens supposés trop étroits avec les Russes, mais cette petite affaire survenue ces dernières semaines montre à quel point Kiev est nerveux à l'idée qu'Odessa vote selon ses intérêts économiques et se tourne à nouveau, comme elle l'a toujours fait historiquement, vers l'argent russe. Je ne pense pas que les votes seront exprimés pour remettre Catherine sur son piédestal. Pas maintenant, mais bientôt, à un moment donné, après la capitulation de l'état-major général à Kiev. Plus Kiev est faible intérieurement,
et nous pouvons voir que vos podcasts ont utilement révélé à quel point les luttes internes sont nombreuses. L'état-major, les services de renseignement, le groupe Azov, les groupes nationalistes, ainsi que les candidats présidentiels comme Poroshenko, Timoshenko et d'autres. On peut voir ces luttes internes. Les luttes internes signifient qu'ils sont faibles. La faiblesse signifie qu'ils ne peuvent pas contrôler Odessa, ni d'autres villes. S'ils ne peuvent pas contrôler Odessa, s'ils ne peuvent pas imposer l'obéissance, ils échouent à mobiliser en enlevant des enfants dans la rue. Tout cela affaiblit l'administration municipale loyale à Kiev. Quand quelqu'un, le maire d'Odessa et une délégation de citoyens, se réunira-t-il pour remettre la clé de la ville au commandant russe le plus proche? Eh bien, cette cérémonie n'aura pas lieu de sitôt. Par bientôt, disons qu'elle se tiendra, au sens métaphorique, après l'effondrement du régime de Kiev. Et alors nous verrons si les élections, la démobilisation de l'Ukraine, la fin de la loi martiale et de nouvelles élections montreront dans quelle direction vont les votes des Odessites. Pour quel candidat? Et si le vote des Odessites se révèle être en faveur d'une cause bien plus grande, disons l'intégration à la Novorossia? Ce serait un début. Nous verrons également quel type de commerce maritime et quels ports de mer resteront à l'Ukraine sous le régime en place. Je dirais que la stratégie des États-Unis reste de maintenir une activité portuaire viable dans la région ukrainienne. S'ils y parviendront, nous n'en savons rien. Mais l'avenir d'Odessa sera plus indépendant de Kiev qu'il ne l'a été depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Et lorsqu'elle sera indépendante, je pense que la plupart de notre public sera d'accord, et la plupart des experts à Moscou aussi, pour dire qu'Odessa votera selon ses intérêts économiques, son portefeuille, son argent. John, John, nous savons que la nouvelle carte de l'Ukraine est totalement différente de ce qu'elle était avant le début du conflit en 2022. Et la réalité d'aujourd'hui est que la partie orientale de l'Ukraine fait désormais partie de la Russie. Cela changerait considérablement les dynamiques politiques en Ukraine. D'un autre côté, nous savons que l'un des objectifs des Russes est d'obtenir un gouvernement ami en Ukraine. Avec la nouvelle carte de l'Ukraine, est-ce possible? Comment peuvent-ils y parvenir? Comment cela pourrait-il se faire? Et comment voyez-vous la partie occidentale de l'Ukraine élire quelqu'un disposé à collaborer avec les Russes, si c'est bien l'objectif principal, après tout, à la suite d'un éventuel règlement ou accord? Eh bien, tu viens de soulever de nombreux points importants, Nima. Ce n'est pas seulement la carte qui a changé. La population est réduite de moitié par rapport à ce qu'elle était, et les Ukrainiens à l'étranger n'ont aucune envie de revenir. Ils se sentent mieux dans les pays qui les ont accueillis, même si la Pologne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et d'autres trouvent la présence des Ukrainiens pesante, socialement, politiquement et personnellement désagréable. On se retrouve donc avec un pays dont la population a été divisée par deux, qui aura une zone démilitarisée et rien de plus qu'une force de sécurité policière à l'est du Dniepr. Que restera-t-il alors? Vous aurez l'engagement continu des services secrets britanniques, américains et allemands pour inspirer l'opération Gladio, afin de maintenir les gens en place et de perpétuer la guerre contre les slaves maléfiques. C'était leur politique. La politique américaine, la politique britannique, la politique allemande, après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945. Et la mise en place de cette capacité de Gladio à rester en arrière pour continuer à mener la guerre contre la Russie est en cours aujourd'hui. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains des éléments les plus, fascistes ou nazis de l'opposition nationaliste ukrainienne, tant militaire que politique,
à Zelensky veulent mettre fin à la guerre rapidement, afin qu'il reste quelque chose de leur structure militaire à partir desquelles ils pourront se développer. Ils ont besoin que ces structures soient préservées pour continuer à recevoir de l'argent, pour continuer à se battre, probablement basées à Lviv plutôt qu'à Kiev. Donc vous avez ce genre d'après ce que je comprends, ce sont là les luttes de succession, les luttes politiques à l'intérieur de Kiev en ce moment. La meilleure façon, comme je l'ai déjà dit, est de lire Événements en Ukraine de Korotayev. C'est un bon site qui résume et analyse, de manière intelligente et indépendante, la politique intérieure de l'Ukraine, bien au-delà de mes capacités ou de mes sources pour vous donner des réponses. Alors, avec une force locale engagée dans ce qui sera appelé du terrorisme contre la Russie pour toujours, que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous faire? What can you do? What can you do? Eh bien, vous faites ce que l'Union soviétique a fait après la Seconde Guerre mondiale. Vous lancez des opérations coûteuses pour réprimer la génération de terroristes et leurs armes. Vous motivez la nouvelle génération vers la paix, l'emploi et un avenir. En somme, vous développez une stratégie des cœurs et des esprits. Mais les cœurs et les esprits vont toujours de pair avec les portefeuilles. Et le MI6, la CIA et le BND allemand continueront toujours à financer les forces anti-russes en Ukraine, comme ils le font partout ailleurs. La subversion, les opérations militaires, les missions des forces spéciales et le terrorisme, c'est leur domaine. C'est ce qui les fait vivre. Alors, comment la Russie réagira-t-elle à ce niveau de guerre permanente? Eh bien, nous verrons. Mieux vaut dire que nous verrons ce qu'ils feront, car on peut compter sur eux pour être assez efficaces. Yeah. Ouais. Thank you so much, John. Great pleasure, as always. Merci beaucoup, John. Un grand plaisir, comme toujours. Merci pour le montant. Nous aurons un monde différent dans une semaine. J'espère que nous reviendrons pour essayer d'en donner le sens à notre public. Tant qu'il ne reste pas obsédé, comme nous l'avons dit au début de notre émission, par le point de vue de Washington. Parce que le point de vue de Delhi, celui de Moscou et celui de Pékin sont différents et ils changent le monde, et nous devons rattraper leur manière de penser. Oui, exactement. À bientôt, John. Merci.